Bonjour et bienvenue dans le podcast Campai, format interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alice de La Rochelle qui va nous parler de son entreprise Sushi Robot, qui est une entreprise qui vend des machines à sushi, évidemment. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Alice, t'es née en 89 et ton rapport au Japon, en réalité, il commence assez tard parce que pendant ton enfance, ton adolescence, tu t'intéresses principalement aux films japonais, mais t'as pas forcément de proximité avec le Japon. Exactement, j'ai pas forcément été amenée à découvrir la culture japonaise durant mon enfance, mis à part avec les Miyazaki ou jeune adulte, des films d'horreur japonais, j'aimais bien. Donc ouais, c'est vraiment arrivé avec Sushi Robo. Est-ce que tu as des recommandations en film, que ce soit Miyazaki ou film d'horreur là? Bah Miyazaki, ouais, la petite, le petit bonbon, c'est un peu Totoro, forcément. Et en film d'horreur, tu sais, ces films, je sais plus comment ça s'appelle, mais t'as les versions américaines qui sont toutes pourries et Ring. ouais, Mm. Ring, Gruge, toutes ces choses-là, j'aime bien, ça me fait délirer. Donc tu poursuis une carrière après tes diplômes, donc tu es diplômé en BTS Commerce International et puis tu as un master de gestion des entreprises avec une spécialité en marketing, ça c'était en 2014. Et puis tu fais un petit peu d'alternance dans la communication, dans le marketing, dans un cabinet de conseil dont tu m'as parlé là juste avant l'enregistrement. Avant de te mettre à ton compte, le marketing, pourquoi pour toi c'était un objectif? C'est pourquoi le marketing en réalité et le web marketing? Je pense que c'était pas un objectif. Moi, mon objectif, j'ai découvert les voyages, donc le BTS Commerce International. Quand t'es étudiant, t'as envie de voyager, c'est un peu le truc que t'as envie de faire. Après, j'avais envie de poursuivre mes études, je savais pas vraiment dans quoi, et en même temps, j'ai toujours été un petit peu geek à aimer passer du temps sur les ordinateurs, concevoir et designer des choses, même si je suis très nulle en dessin. Mais bon, j'aimais bien geeker. Et donc à cette époque-là, le web marketing commençait vraiment à prendre de l'importance. Donc il y avait forcément quelque chose à faire là-dedans. Qu'en 2015 tu te mets à ton compte et tu rencontres assez rapidement ce qui deviendra ton entreprise, Sushi Robot. Est-ce que tu peux nous raconter voilà, comment le lien s'est fait avec Sushi Robot? Oui, je peux raconter comment le lien s'est fait. Alors, je vais peut-être pas raconter la version un peu rigolote, mais plus un peu plus sérieuse, on va dire. Sushi Robo, j'ai rencontré Manu, qui est le fondateur de la boîte, en 2015, suite au fait que moi, à ce moment-là, j'étais freelance, j'étais à mon compte en web marketing, et je faisais une mission pour une société dans les détecteurs de fumée. Et en fait, j'étais en mission, je passais chez le client, et en fait, on s'est croisés ici avec Manu parce que c'était un ami du gérant. Et puis, il m'a dit, oui, Alice, quand t'as un moment, je viens de rentrer, là, je lance une boîte, j'ai besoin d'aide, j'ai envie que ça aille vite, il faut que je fasse un site internet, appelle-moi quand t'as terminé, et puis on se cale ça. Et du coup, je l'ai appelé, on s'est vu, et j'ai commencé une mission pour lui. Donc, il lançait Sushi Robot, il cherchait un nom, un logo, il avait besoin de faire un site. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée, moi. Je suis arrivée pour faire un logo et un site internet. Et donc, j'ai fait cette mission-là. Et voilà. Et après, moi, mon objectif, c'était de continuer soit d'autres missions ou alors de partir en VIE en Argentine. J'avais très envie d'aller en Argentine à ce moment-là. Ou alors de redevenir salarié. Ok, et ça se passe bien, du coup, cette première mission en freelance, ça se passe bien, tu crées le site, tu crées le logo, Ouais. et ensuite on te propose un poste. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, moi, j'avais plus forcément envie d'être freelance. Déjà parce que à ce moment-là, le web marketing, tout le monde s'y mettait. C'était hyper concurrentiel. Et en fait, je pense que j'étais pas prête à me mettre à mon compte. Et devoir chercher toute petite mission pour pouvoir payer le loyer et pouvoir manger à la fin du mois, en fait, j'en pouvais plus. Et donc, c'est pour ça que je me posais la question de soit partir faire autre chose ou du salariat. Et donc, Manu m'a proposé de rester. Et puis, les machines à sushi, c'était rigolo. Donc, je me suis dit, allez, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Au pire, ça durerait un temps et je partirai, mais essayons.
T'aimais les sushis déjà? Ouais, j'aimais les sushis quand même. Et du coup, pour toi, c'était de passer un petit peu de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que comme tout le monde, t'en achetais un petit peu au supermarché, j'imagine, de temps en temps. Et là, tu voyais l'autre côté du boulot, en quelque sorte? Ouais, parce qu'en plus de ça, Manu, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné. Donc, il s'est dit un jour, je me lance dans les sushis. Et vraiment, il a tout appris des sushis. Et c'est vraiment un peu l'intelligence artificielle du sushi aujourd'hui. Il est très passionné par tout ça. Et donc, j'ai appris énormément avec lui. Appris à goûter du riz. Quel riz est bon, quel riz n'est pas bon. Faire la différence entre du sushi et du sushit. Donc, non, j'ai appris pas mal de choses et c'était passionnant de découvrir cet univers que je connaissais pas du tout et à la fois de découvrir comment la culture et la gastronomie japonaise arrivaient chez nous, mais adaptées à notre culture finalement. Donc au début, Sushi Robo, c'est une petite boîte. Toi, quand tu arrives dans l'entreprise, tu me disais, il y a 3 employés, dont toi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait au démarrage d'une entreprise comme ça, quand on est recruté? Eh bien, on fait tout, en fait. On fait tout parce que à ce moment-là, ça tirait dans tous les sens. On avait énormément de demandes entrantes. Il faut savoir que la société s'est lancée principalement parce que on avait signé un contrat avec une grande chaîne bien connue dans les sushis. Et donc, fallait vraiment assurer le coup et pouvoir envoyer toutes les machines, les faire venir, à la fois gérer le site internet, répondre aux clients, faire les devis. Quand il y avait personne au bureau, je me retrouvais toute seule, donc il fallait aller dans les stocks, faire la logistique. Donc finalement, on se retrouve un petit peu propulsé sur un petit peu tous les postes. Et c'est un peu ça qui m'a vraiment prise de passion parce que le web marketing, c'est sympa, mais moi, j'aime bien faire plein de choses et puis finalement comprendre tout le système et comment ça fonctionne. Donc tu passes quand même quelques années où tu gravis les échelons, c'est ça? Ouais, Tu fais un petit complètement. peu tout au fur et à mesure que l'entreprise se développe. C'est ça. En fin de compte, tu commences à prendre goût à l'entrepreneuriat. Bah oui, finalement. Et donc, je prends vraiment goût à ça. Au fil du temps, on a quand même recruté des personnes dans l'équipe. Et donc, petit à petit, je deviens vraiment le bras droit de Manu. Et donc, il se confie à moi et il me fait complètement confiance. Et c'est agréable. Et ça, on se laisse un peu pousser des ailes, mais on se prend vraiment au jeu. Et finalement, cette boîte qui n'est pas mon bébé à l'origine, finalement, bah, elle le devient un petit peu. Et donc, en 2019, c'est là qu'il y a un tournant, puisque Manu m'annonce qu'il souhaite se séparer de la société. À ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu te dis? Parce que tu as fait beaucoup de corps de métier, tu as touché un petit peu à tout, comme tu le disais. Est-ce que tu t'es spécialisé ou au contraire, est-ce que tu as apprécié ce côté transverse? Est-ce que tu veux euh, on va dire, te bloquer dans un des postes ou au contraire, ça t'ouvre le champ des possibles, cette discussion que tu as avec lui et tu te dis pourquoi pas prendre la main? Ouais, ça m'ouvre carrément le champ des possibles. Quand il me dit ça, je me dis mince, je savais qu'il allait vendre parce qu'il me l'a toujours dit, mais je pensais pas qu'il le ferait si tôt. J'étais vraiment surprise, un peu choquée de l'annonce. Et puis en fait, ça fait son chemin dans ma tête et je me dis, mais moi, je suis capable en fait de reprendre la boîte. Je suis capable et puis en fait, j'en ai envie. Donc je me dis, bah vas-y. Donc je me suis laissée pousser des ailes et puis j'ai entrepris les démarches toute seule. J'étais voir un avocat, un expert comptable pour m'aider sur le business plan. J'ai démarché BPI France pour m'aider à trouver un investisseur. J'ai vraiment fait toutes les démarches dans l'ordre et je pense que Manu, ça l'a aussi. Enfin, il me l'a dit, ça l'a impressionné parce que il s'attendait pas à ce que je me bouge autant et que en plus j'y arrive. Et vraiment, vraiment, ce côté transverse, c'est plus ça qui me passionne que de me cantonner à un type de métier. Oui, parce que lui avait fait grossir la boîte en réalité de zéro, mais toi, au fur et à mesure que tu le voyais, tu étais toujours salarié et tu avais des démarches administratives qui étaient quand même plus lourdes. La reprise d'entreprise, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Ça t'a pris du temps, j'imagine? Ouais, ça m'a pris du temps en parallèle du boulot quand même. Et dans l'aventure, j'ai impliqué avec moi et motivé Kiyoko, qui est aujourd'hui mon associé.
Kyoko, elle travaille avec Manu depuis très longtemps. Donc elle est japonaise, elle habite en Angleterre. Et Kyoko, forcément, a pas mal verrouillé les relations avec nos fournisseurs au Japon. Et ça avait du sens. Et quand j'ai annoncé mon projet à Kyoko, ça l'a tout de suite excitée. Et donc vraiment, je l'ai impliquée dedans. Donc j'avais aussi du poids envers à la fois un investisseur et envers Manu, en lui disant ça va aller, je te rassure, ton bébé, nous on va en prendre soin. Parce que déjà, on est dedans aussi et on l'aime et on y croit. Et tu peux me faire confiance. Et ça va bien se passer. On va en parler un petit peu plus tard, mais tu le disais là à l'instant, Kyoko, elle est basée en Angleterre. Sushi Robo, aujourd'hui, c'est environ 25 employés. C'est une société qui est multinationale dans un sens strict. C'est-à-dire que vous êtes sur plusieurs territoires et vous continuez à grossir. Là, les échanges avec l'investisseur, comment ça se passe? Alors, tu peux peut-être pas communiquer là-dessus, mais par exemple, en termes de chiffre d'affaires, en termes de coûts de réacquisition, en termes de développement, comment on construit un business plan comme ça sur une société qui est en forte croissance? En plus, à un moment donné où le sushi avait quand même pris beaucoup de place dans le quotidien gastronomique, culinaire, entre guillemets, des Français et de plein d'autres populations. Mais voilà, comment on fait pour montrer qu'on est sérieuse dans la reprise de cette entreprise en croissance? Il y a pas mal d'éléments qui nous ont aidés, notamment le fait déjà qu'on soit un distributeur exclusif d'une marque en Europe. Donc forcément, ça a beaucoup de poids auprès d'un investisseur parce que ça verrouille le marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les machines à sushi, c'est un marché quand même très niche, on va pas se mentir. Il n'y en a quand même pas beaucoup sur le marché. Et donc, à la fois, on avait cette distribution exclusive, le stock en France, des pièces détachées, une équipe de techniciens. Donc, c'est tout un package qui fait que... voilà, j'arrive pas... bonjour, j'ai un projet, j'ai une idée. Non, j'ai un projet, oui, certes, mais déjà, j'ai l'historique. Et je viens pas les mains vides parce qu'on a déjà créé beaucoup de choses au fil des années. Et le projet, il est viable. Et donc, aujourd'hui, le marché des sushis, il est comme ça. On sait que c'est une vraie tendance en France, que les Français adorent le Japon et la gastronomie japonaise et que c'est pas prêt de s'essouffler. Et donc, tu vas chercher combien de restos de sushi il y a en France à ce moment-là et en Europe. Et voilà, tu poses les chiffres et naturellement, forcément, le business plan il se construit. Donc là, on est en 2019. C'est quoi le modèle économique de l'entreprise? Donc tu distribues en fait des machines à sushi. En quoi ça consiste en réalité? C'est quoi cette machine à sushi? Parce qu'on la voit tous un petit peu quand on va dans un corner d'hypermarché par exemple, de loin. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Quel est tu parlais de maintenance tout à l'heure. Voilà, comment on vend une machine à sushi et comment on fait le suivi? Alors, une machine à sushi, c'est pas juste une machine qui fait tous les sushis. C'est déjà important de le savoir. Finalement, c'est des machines pour le riz qu'on vend. Sushi, ça veut dire riz assaisonné. Et donc, tu vas avoir une machine pour chaque étape de la production du sushi. Donc, une machine qui va venir laver ton riz, puisqu'on sait que le lavage du riz, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'eau. Et il faut vraiment avoir la technique pour pas venir casser le grain de riz et avoir l'amidon qui se libère et donc avoir une purée de riz à la fin de ta cuisson. Donc, tu as vraiment déjà cette première étape qui est très importante dans le sushi. Et ensuite, tu as d'autres machines, notamment la machine pour mélanger le riz avec le vinaigre et le refroidir. Normalement, tu vois, pour mélanger avec le vinaigre et refroidir ton riz, il te faut en moyenne 40 minutes. Et là, avec ta machine, tu fais ça en 6 minutes. Donc, c'est un vrai gain de temps pour finalement les restaurants. Et une fois que ton riz est prêt, tu vas avoir la machine, donc celle qu'on vend le plus, la machine qui fait uniquement les tapineries. Puisque faire les tapineries, voilà, ça demande de la technique. Il faut étaler ton riz sans trop appuyer, mais en appuyant un petit peu. Si tu appuies trop, ça te fait de la pâte. Et faire ça à longueur de journée, tu te rends compte que, oui, dans les corners, au bout d'un moment, au niveau de la main, ça vient en fait toucher le canal carpien. Et donc, on a réussi aussi à démontrer que nos machines venaient résoudre les troubles musculo-squelettiques, et en tout cas les atténuer. Et donc, on a réussi à se faire subventionner par l'État parce que ça a été reconnu comme une machine qui venait vraiment aider à la préparation. On ne vient pas remplacer les hommes, c'est pas du tout notre volonté. Nous, on veut aider au quotidien.
Et la vérité, c'est déjà qu'un chef sushi, ça coûte très cher et c'est compliqué de le trouver. Dans des grandes chaînes de restauration type fast-food, hein, forcément, tu as beaucoup de turnover, tu as beaucoup d'étudiants, donc c'est des gens qui maîtrisent pas du tout le sushi, donc il faut aller vite, avoir une qualité constante d'un restaurant à un autre et une productivité au top, quoi. Donc vraiment, les machines viennent t'aider dans toute cette production et tout ce process. Et après, tu as encore plein d'autres machines pour faire des boulettes, pour couper les maquis, etc., etc. À ce moment-là, la répartition de la clientèle, elle est comment entre les restaurants, t'en parles beaucoup, les vendeurs, en quelque sorte, de sushis plus supermarchés ou autres? La répartition, tu as les indépendants. Les indépendants, la GMS et les grandes chaînes de restauration. Et un petit peu des usines. Parce que oui, forcément, tu as tous les sushis en supermarché qui sont pas faits par les corners, mais par les usines. Mais la répartition, je dirais, tu as quand même 50%, c'est les groupes, les grandes chaînes. Et après, ça se répartit entre l'indépendant, le petit food truck, l'usine, et puis plein d'autres clients, parce qu'on vend pas que de la machine à sushi, on est vraiment spécialisé sur la gastronomie japonaise dans sa globalité. Donc on a aussi des machines pour faire les gyoza, des machines à nouilles pour les ramen, de l'ustensile de cuisine. Enfin voilà, on se diversifie. C'était déjà le cas au moment du rachat? Ouais, c'est déjà le cas. Un Ouais. peu, le sushi était plus présent. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des nouvelles tendances aussi qui arrivent et donc on s'adapte. Hmm. Donc on va revenir un petit peu justement sur cette phase avec l'investisseur. Donc là, Ouais. tu vas pouvoir nous dire que ça se passe pas finalement comme c'était prévu. Oui, ça se passe pas comme c'était prévu. Malheureusement, donc on acte avec Manu que, ok, on y va, je l'ai rassuré, il a confiance et il est hyper content que finalement ce soit des salariés qui décident de reprendre la boîte. Et donc on se tape dans la main et on se dit banco. Et donc j'appelle mon investisseur pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et là, la personne qui s'était engagée trop tôt et s'était engagée avant de présenter le dossier en comité de direction. Et donc finalement, elle me dit je suis désolée, c'est de ma faute, je suis allée trop vite, le dossier n'est pas passé en comité de direction et donc on va pas suivre. Là, c'était un peu la douche froide. Vraiment la grosse déception. Il a fallu quand même que je me remette un petit peu de la nouvelle parce que je me suis dit mince, j'ai fait toutes ces démarches. Enfin, je sais que j'en suis capable et c'est décevant quoi. Et je vois le potentiel aussi de cette boîte et mince quoi. Enfin, qu'est-ce qui va se passer demain finalement? Et j'ai plus le temps de chercher un autre investisseur parce que Manu hésitait entre moi et quelqu'un d'autre. Donc du coup, je vais lui dire que c'est plus possible et ça va être l'autre. Et donc, forcément, ça fait peur parce que qui est l'autre? Et comment est-ce qu'ils veulent développer l'activité? Et qu'est-ce que moi je vais devenir? Et qu'est-ce qu'on va tous devenir? Et comment ça va se passer? C'était pas quelqu'un d'interne à l'entreprise? Non, non, c'était un groupe externe. Donc, bon, c'était des peurs finalement pas si fondées que ça parce que Manu a des valeurs familiales et elle a choisi un groupe qui corresponde à ses valeurs et à nos valeurs. Et je suis ravie de ce choix parce qu'aujourd'hui, vraiment, on a donc rejoint ce groupe, le groupe ALN, en plein confinement. Et donc, c'est un groupe familial qui vient pas pour tout changer au sein d'une société, en fait. Ils voient que ça fonctionne, comment ça fonctionne, et ils sont plus là pour t'accompagner et t'aider dans ton développement en gardant ce qui avait été mis avant. Et donc ça a été très rassurant. Et le fait que moi, je me sois positionnée pour acheter, j'ai aussi montré finalement que j'en voulais et que j'avais pas froid aux yeux. Et du coup, ça les a convaincus aussi sur le fait de me propulser à au poste de direction. C'est ce que j'allais dire, tu perds pas tout dans l'histoire? Non, je perds pas tout et au final, je suis même plutôt ravie que ce soit passé comme ça. Parce que je pense que l'investisseur que j'avais trouvé au départ, ils n'avaient pas les mêmes valeurs et je pense que ça ne serait pas passé pareil. Et donc aujourd'hui, que ce soit comme ça, c'est génial. Et voilà, on me laisse aussi carte blanche, ce qui n'empêche pas évidemment qu'il faut montrer des rapports, des chiffres
régulièrement. C'est normal aussi, c'est un investisseur, il faut un retour sur investissement. Mais on me laisse carte blanche sur la façon dont moi je veux mener la boîte et les directions et ma vision. Et c'est hyper confortable et gratifiant de voir qu'ils me font confiance. Et je suis contente parce que ça marche, quoi, ça se développe. Donc aujourd'hui, tu es directrice de l'entreprise Sushi Robot. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton quotidien ou ta semaine peut-être, parce que chaque jour est différent, j'imagine. Ouais, chaque jour est différent. Mon quotidien consiste à être un petit peu partout et nulle part à la fois, parce qu'il y a tellement de projets et de choses en même temps, ça bouillonne. Et c'est ce qui me passionne. Moi, je suis vraiment là pour piloter l'activité au sens global, pas que en France, puisqu'aujourd'hui on a des filiales en Espagne, Pologne, Angleterre et très prochainement en Allemagne. Et donc il faut piloter vraiment de tous bords, à la fois prendre des décisions stratégiques sur la politique commerciale, marketing, répondre à des clients qui ont des problèmes techniques. Alors pas moi directement, mais parce que il y a un malentendu ou quoi que ce soit, il faut aller apaiser les tensions. Et puis surtout, gérer l'équipe. Gérer l'équipe au quotidien, c'est ça qui me prend beaucoup de temps. Parce que je les bichonne et que je les aime beaucoup. Et donc, moi, avec mon côté très, finalement, je pense un peu maternel, je viens y mettre mes émotions et aussi préserver l'ADN que Manu a mis à l'époque et avoir vraiment cette dimension très humaine, à la fois au sein de Sushi Robot, donc dans l'équipe, mais qui se ressent aussi sur nos relations avec nos clients. Parce que vraiment, le client, pour nous, il est très important. Donc, je pense qu'on a un peu cette culture finalement aussi japonaise en interne parce que le client est important et on fera tout pour le client. Dans la limite du raisonnable, bien entendu, mais voilà, on va le bichonner, on a un service, on lui répond, on est réactif et on va tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi que tu préfères faire dans ton métier et au contraire ce qui t'embête le plus? Alors ça, c'est une bonne question. Ce que je préfère faire, c'est passer du temps sur le développement de la boîte, trouver des projets, des nouvelles idées, euh, parler stratégie. J'aime beaucoup ça. Et malheureusement, j'ai pas le temps. Et ça me manque. Donc, il va falloir que je trouve un peu plus de temps. Ouais, passer du temps là-dessus, ouais, sur la stratégie et comment je veux emmener la boîte, ça me plaît. Euh, et en même temps, j'aime aussi vraiment ce côté très humain que j'ai au quotidien avec mes équipes. Je ne me vois même pas envisager faire du télétravail. Je peux pas. C'est même pas envisageable. Et puis, en fait, il me manquerait trop. J'aime trop être avec eux, passer du temps et aller ensemble dans la même direction. Et se réunir pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, comment on y va, et prendre les décisions ensemble. J'aime beaucoup ça. Mais ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'aime pas? Il y a forcément des choses qui m'embêtent. Ah, la comptabilité, c'est un peu chiant quand même. Ouais, ouais, la comptabilité, c'est un peu chiant, on va pas se mentir, hein, mais bon, heureusement, j'ai une comptable en interne, mais parfois, il faut quand même mettre le nez dedans. Les bilans de clôture et tout, ouais, c'est lourd. C'est ce que j'allais dire, au fur et à mesure du développement, tu peux t'entourer de personnes et déléguer à la fois des sujets que tu maîtrises moins et puis qui t'intéressent moins. Ouais, bah ouais, clairement et heureusement, je m'entoure des gens qui ont des meilleures compétences que moi et j'en suis ravie. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. Oui, je suis directrice, je dois prendre des responsabilités et faire des choix. Néanmoins, mes choix, si je n'ai pas la réponse, je vais aller demander aux personnes qui savent. Et donc, je n'ai pas d'ego, je pense. J'essaye d'être le plus humble possible. Et si je ne sais pas, je vais m'adresser à mes collaborateurs qui savent bien mieux que moi et qui maîtrisent vraiment le sujet. Et donc, c'est important de faire des recrutements avec des gens de confiance et qui ont une vraie expertise dans leur domaine. Et c'est ça qui est super parce qu'ils m'apportent tellement au quotidien. Et en même temps, ils me voient comme leur maman. Et puis, ils sont un peu perdus si je suis pas là. Mais en fait, ils se rendent pas compte que c'est eux, en fait, les plus importants. Moi, quand je suis pas là,
Bon, bah, ça tourne, hein. Des fois, je pars du coup au Japon, à Taïwan, et ça, la boîte, elle tourne, hein. Justement, parmi tes collaborateurs, est-ce qu'on a, comme toi, des gens qui sont arrivés au Japon, je vais pas dire par hasard, mais par la force des choses, en fait, par la carrière, ou est-ce qu'on a, au contraire, aussi également des grands amateurs du Japon préalables qui viennent au sushi parce qu'ils adorent la gastronomie ou japonaise ou Il n'y a pas tellement, je dirais qu'il y a une collaboratrice qui, elle, a fait 1 an au Japon et qui parle un petit peu japonais, du coup, qui est arrivée un petit peu chez nous à ce moment où elle cherchait un poste. Et elle a fait vraiment la différence, hein, pour le coup, parce qu'elle avait vraiment cette affinité avec le Japon et le fait qu'elle parle un peu japonais, c'était aussi confortable et rassurant. Mais après, forcément, hein, tout le monde va dire ah, j'adore les sushis, j'adore les gyoza. Oui, alors c'est super, hein, mais on fait pas ça toute la journée, je te rassure. Sinon, on va tous prendre 10 kilos et c'est pas le délire. Euh, non, il n'y a pas forcément de profils qui viennent parce qu'ils aiment le Japon. Avant de passer à la partie Japon plus précisément, t'en parlais tout à l'heure du voyage. Est-ce que toi, ton regard sur le sushi a changé depuis que tu travailles et pilotes maintenant cette entreprise Sushi Robo? Oui, ça a quand même pas mal changé. Euh, je vois différemment, déjà parce que j'ai mangé et goûté des très bons sushis au Japon, qui n'a rien à voir avec ce qu'on mange ici, même s'il y en a des très bons, fort heureusement. Euh, mais en tout cas, le travail qu'il y a derrière, la façon dont c'est fait et dans la tradition, bah, je le soupçonnais pas forcément avant de travailler chez Sushi. J'avais pas conscience de tout ce travail qu'il fallait faire pour faire des sushis. Et donc mon regard, pas que sur les sushis, mais sur la gastronomie japonaise en général, ouais, a changé en travaillant dans cette boîte et en voyageant. On entend parfois que le sushi préparé dans des grandes chaînes ou dans des hyper comme ça, c'est le sushi bas de gamme. On a un regard parfois un peu condescendant, on peut l'entendre, sur ce type de produit, justement venant en contradiction avec le sushi gastronomique comme on l'entend, et surtout quand on a voyagé au Japon. Comment tu réponds à ce genre de problématique? Je pense aujourd'hui que les corners dans les supermarchés, déjà, ont fait le choix de s'équiper de machines, ce qui est super. Les machines viennent apporter une qualité, je dirais, supérieure à ce qui se faisait peut-être avant, et une constance. Euh, c'est vrai que c'est forcément en dessous d'un restaurant gastronomique, on va pas se mentir. Néanmoins, je trouve que quand même pour des sushis de supermarché, il y a quand même des sushis qui sont plutôt bons, il faut le dire, et surtout qui permettent d'emmener de la culture japonaise dans tous les foyers. Et tout le monde ne peut pas se permettre de se payer un gastro, aller manger des sushis incroyables. Et je trouve ça super de pouvoir emmener un petit peu de culture dans toutes les maisons et d'avoir accès à ces sushis qui te donnent un aperçu, quoi. Tu es parti au Japon pour la première fois en 2017, Ouais. mois de juin. Depuis, tu y es retourné plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous raconter ce premier voyage? Tu l'as fait par toi-même? Je te pose la question, je connais déjà la réponse, mais explique-nous parce que c'était quand même un peu particulier. Oui, c'était un peu particulier. Je suis partie là-bas dans le cadre d'une sélection par le JETRO. Donc le JETRO, c'est un organisme qui met en relation les sociétés japonaises qui souhaiteraient venir se développer notamment en France, mais plus globalement en Europe. Et donc vraiment, ils mettent en relation bah, nous qui, par exemple, cherchons une société qui va vendre, je sais pas, disons des couteaux. Euh, je vais contacter le JETRO pour qu'ils me disent ah oui, tiens, on connaît telle société au Japon, etc. etc. Et donc, dans le cadre d'un salon qui était organisé à ce moment-là, donc c'était le FUMA, en juin 2017, le JETRO sélectionnait quelques sociétés pour partir sur ce salon et aller à la rencontre de fabricants, revendeurs japonais. Et donc, on a été sélectionnés. Et donc, j'ai eu la chance de partir
Manu m'a fait confiance et m'a dit que je pouvais y aller. Et donc, c'était super, hein, j'ai été hyper bien accueillie avec une assistante, une traductrice. Enfin voilà, un super voyage. Néanmoins, c'était quand même très court. Je suis arrivée le lundi, je suis repartie le vendredi. Le Japon, c'est quand même pas la porte à côté. 5 jours, c'était très intense. Et en plus de ça, finalement, je passais mes journées enfermée dans ce salon, à aller rencontrer plein de gens et à faire des meetings dans tous les sens. Et en plus, c'était hyper drôle parce que, bon, c'est un podcast, on me voit pas, mais je suis une grande blonde qui arrive avec mes robes de couleur dans ce salon japonais où vraiment on est très strict et habillé souvent en costume noir ou en tailleur noir. Et donc je détonnais un petit peu dans le paysage. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu la télé japonaise qui m'a suivie. Et, euh, et moi, j'ai découvert le Japon. J'étais en train de le découvrir. Et à un moment donné, ils me suivent. Et je me souviendrai toujours. Je vais sur le stand d'un de nos fournisseurs, donc qui fait des machines à nouilles. Et donc, ils font des petites dégustations. Donc, on me donne un petit bol de ramen, enfin, de nouilles avec du bouillon. Et donc, je mange mes nouilles. Et puis, le journaliste demande à la traductrice de me demander voilà, si c'est bon, en fait. Je dis, ah bah oui, oui, c'est bon. Il me dit, mais non, mais elle fait pas de bruit quand elle mange. Et du coup, j'étais là, bah d'accord. Je comprenais pas. Et après, donc, la traductrice m'a expliqué que quand on mange des nouilles, en tout cas les ramen, plus on fait de bruit quand on aspire les nouilles, plus ça veut dire que vraiment on se régale et que c'est bon, etc. Et donc là, c'est là que j'ai compris où effectivement, il y avait une différence de culture et que, ok, il faut que je m'adapte et que je montre que c'est bon et on va en faire des caisses et on va faire du bruit en mangeant nos nouilles. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, je l'ai su en allant sur ce salon, donc c'était assez marrant. Tu as découvert le terme slurpé. Exactement. Donc 5 jours de salon, en fait. Ouais, 5 jours de salon. C'est à la fois passionnant pour ton métier, mais c'est à la fois hyper frustrant, j'imagine, parce que tu ne vois pas le Japon. C'est complètement frustrant. C'était hyper frustrant, j'ai rien vu. J'ai pris un peu de temps le soir après le salon pour aller me balader toute seule dans Tokyo. Mais franchement, j'étais claquée à la fois avec le décalage horaire et puis la journée de salon dans les pattes. Ouais, j'étais claquée, quoi. C'était à Odaiba, le salon? C'était au Tokyo Site. Big Sight. Ouais, c'est ça. Ok. Et tu logeais... Parce que l'hôtel était prévu par le Jetro aussi, Ouais, c'est c'est ça? ça, tout est pris. Tu logeais Tout est dans le pris en quartier, charge. j'imagine, Oui, pas très sur loin. l'île. Ouais, ouais. Donc, plus compliqué aussi peut-être pour se déplacer à Tokyo. Tu as fait quoi ces premiers jours Enfin, ces quelques soirées, en fin de compte, tu te souviens un petit peu ce que tu as vu? Ouais, je me souviens, j'ai regardé vite fait ce qu'il y avait aux alentours pour être un peu efficace. Déjà, prendre le métro toute seule, quand tu parles pas japonais, mais bon, après, ça va, c'est quand même bien fait à Tokyo. Et je suis allée voir le temple, et je me souviendrai toujours parce que j'y suis allée, et il pleuvait, et il y avait absolument personne. Et j'y suis retournée là les 2 dernières fois, il y avait un monde de fou. Mais là, il y avait absolument personne. Et du coup, c'était tellement beau et tellement chouette de voir ce lieu qui normalement est bondé de personnes. Et là, j'étais seule, quoi. Et c'était trop bien. J'étais trop contente. Ah, ça que ça? Ouais, Oui, c'était en juin. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais saison des pluies, forcément. ouais, ouais, ouais. Enfin, même si le changement climatique fait que c'est plus toujours le cas, mais oui, en soirée, sous la pluie, ça devait être assez sympa. Tu es retourné depuis au Japon et tu as pu profiter un petit peu plus. Surtout, tu me disais l'année dernière, donc en 2022. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus ce voyage qui t'a permis vraiment plus de te plonger dans le Japon touristique en fin de compte? Ouais. Du coup, je suis repartie donc, en septembre 2022. Et cette fois-ci, on a pris le temps d'organiser le voyage avec Kiyoko, qui était avec moi, et un de mes salariés également. Et donc, Kiyoko, forcément, elle est japonaise et elle a pu du coup me faire découvrir beaucoup de choses. Donc, on a vraiment fait un grand tour, à la fois pour voir les fournisseurs et à la fois pour profiter. Donc, on a été sur Tokyo, Kyoto, Osaka, à Kyushu aussi. Et c'était trop bien, quoi. J'ai découvert les onsen.
vraiment très traditionnel. Et puis, on a fait du tourisme, hein. J'ai adoré Kyoto, ça a été une belle découverte. Enfin, c'était trop chouette. On a mangé dans des restos incroyables. Il y a eu tellement de choses en fait. J'ai un peu de mal à en parler parce que il y a eu 2 voyages très rapprochés, donc j'ai vu beaucoup de choses. Ça a été très riche en fait. Il n'y a rien qui ressort vraiment. Tu le vois comme une globalité, en fait, ce Japon? Ouais, je le vois un peu comme une globalité parce qu'il y a eu beaucoup d'informations en fait qui me sont venues. Euh, à la fois, j'ai vraiment adoré découvrir la culture japonaise, comprendre beaucoup de choses. Et en même temps, je me suis dit oui, mais je me projetterais pas pour vivre au Japon. Voilà. Parce que c'est très protocolaire. Alors, forcément, j'ai le côté très business, hein, où là, j'ai passé beaucoup de temps à faire des protocoles. Mais oui, il y a ce côté très protocolaire qui m'a un peu refroidi et où j'ai vraiment découvert comment c'était, quoi. On va parler du business un petit peu après, dans pas très longtemps là dans le podcast, mais sur la partie touristique, qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que ces voyages étaient toujours un petit peu axés pro et perso. T'en as profité ces 2 dernières fois pour faire du perso, mais dans le cadre de voyages professionnels en réalité. Alors, comme tu le dis, tu étais avec Kyoko, donc tu avais une japonaise avec toi qui pouvait faire l'interprétariat. Est-ce que tu as des recommandations de lieux justement, tu parlais de Kyoto, ou au contraire des choses qui t'ont moins plu en termes géographiques? Et puis aussi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment... on parlait notamment de la partie gastronomique, parce que toi c'est un sujet forcément qui Ouais. est très fort. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment surpris en bien ou en mal? Euh, j'ai découvert vraiment la différence entre Tokyo, Kyoto et Osaka. Je pense qu'en parler, on réalise pas trop, mais le fait d'y aller, tu te rends compte que c'est vraiment 3 villes très différentes, avec des énergies très différentes. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Euh, et de m'en rendre compte aussi. Et vraiment, on est allé à Tokyo, j'ai beaucoup aimé Tokyo, mais c'est vrai que c'est une grande capitale, un peu plus business. Ensuite, on est allé à Osaka, et à Osaka, c'est foufou, quoi. Osaka, c'est foufou. En plus, j'ai pu revoir une amie que j'avais pas vue depuis 15 ans, donc j'étais ravie de pouvoir la voir. Et vraiment, Osaka, c'est la fiesta, c'est très foufou. On a profité aussi un petit peu. C'était drôle de se retrouver dans un espèce de petit bar caché. Alors ça, c'était très amusant. Et après, Kyoto, où là, finalement, Kyoto, c'est plus petite ville, plus traditionnelle. Et donc, j'ai adoré Kyoto. Et vraiment, j'ai un peu fait... alors, ça n'a rien à voir, mais j'ai quand même un peu fait le rapprochement avec ma vie à La Rochelle, où je me suis dit, ok, c'est plus une ville où moi, je pourrais me projeter, où à la fois, tu peux sortir un petit peu t'amuser, et en même temps, tu as les traditions, le tourisme, et tu as des super endroits aussi pour flâner et profiter. Ça a été vraiment la révélation, Kyoto, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, du coup, je me souviens plus de reste de ta question. C'était les highlights gastro, mais je reviens sur Ouais. Kyoto, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on l'a pas forcément abordé. Maintenant, on a l'impression que c'est loin de nous, mais 2022 au Japon, c'était encore le Oui, Covid. oui, je voulais en T'es parler, parti hein. en visa, donc ces 2 voyages-là, ils étaient en quel mois en fait? Parce que c'est devenu important. Entre début Ouais, 2022 et fin complètement. 2022, le Japon était pas le même, hein. Complètement. Moi, je suis partie donc en septembre, c'était pas encore rouvert au tourisme. Donc, il a fallu faire des démarches en amont pour avoir le visa pour partir. Donc, c'était compliqué. Il a fallu aller à l'ambassade du Japon à Paris. Et du coup, c'était hyper appréciable de découvrir le Japon sans ce tourisme de masse finalement. Ouais, en ayant vraiment pas grand monde sur les grands sites, quoi. Et vraiment, je pense qu'on a été privilégiés de pouvoir avoir le temps d'aller faire les touristes sans personne. Et ça, vraiment, c'est un super souvenir. Et en même temps, le Covid était, pour nous, Européens, plus vraiment dans nos esprits. Mais alors, pour les Japonais, terriblement ancré. Et en fait, porter ce masque tout le temps, même dehors, à longueur de temps,
Ça, il fallait revenir sur ce masque et c'est vrai que ça, c'était un peu pesant. Et on sent, et je crois que même aujourd'hui, alors bah, du coup, ça fait plusieurs mois que je suis pas allée, mais même aujourd'hui, je crois que le masque est quand même pas mal présent et les Japonais ont un peu du mal à le quitter, malheureusement. Il n'est plus obligatoire, mais c'est vrai que les Ouais, Japonais ont repris l'habitude plus qu'avant le Covid. Ouais. ouais. Tu y retourneras au Japon? Alors, tu y retourneras évidemment pour le travail, ça on s'en doute, mais à titre personnel, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites explorer, aller plus loin, refaire peut-être? Ah oui, complètement. Il y a encore, je pense, plein de choses à découvrir. J'aimerais bien découvrir la campagne aussi japonaise. Et puis aussi me faire un petit trip toute seule, ou en tout cas sans business, parce que forcément, quand c'est coupé de rendez-vous business, tu profites pas pareil, tu prends pas le temps. Donc ouais, non, franchement, j'aimerais beaucoup retourner faire un road trip pendant quelques semaines au Japon. Et bon, je sais pas quand, quoi, comment, parce que je me suis pas penchée sur la question, mais j'aimerais beaucoup, ouais. Là, on va aborder la question un peu plus business, la transition elle est trouvée. Dans tes voyages, tu fais beaucoup de rendez-vous avec des professionnels japonais. Et puis au quotidien, tu travailles ne serait-ce qu'avec ton associé japonaise, avec des Japonais. Donc, est-ce que tu peux, comme ça, synthétiquement, avant qu'on aille peut-être un peu plus dans le détail, nous expliquer comment c'est de travailler avec des Japonais à la fois ici en France, enfin en Europe, et au Japon? Alors, travailler avec les Japonais, c'est globalement, c'est compliqué. Euh, Ils sont adorables, mais très protocolaires, et surtout, ils ne veulent pas aller dans le conflit. Et donc, les meetings vont prendre beaucoup de temps, déjà parce que pour dire oui, ils vont mettre le papier cadeau, le ruban, les paillettes, et puis ça va prendre un temps fou, et en fait, ça n'avance pas, et ça, c'est vraiment l'enfer. Et en même temps, quand tu as besoin de quelque chose, de leur demander quelque chose, la première réaction, c'est non, non. Ben oui, mais en fait, si, moi j'en ai besoin, et je sais que c'est possible. Oui, mais non. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Kyoko, elle, va emmener la rondeur et le protocole japonais. Et moi, j'emmène ma mentalité bien européenne et bien française. Et donc, on joue un peu good cop, bad cop. Et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est assez marrant, je dois dire. Parce que moi, je gueule, je suis pas contente. Kyoko fait l'intermédiaire. Et finalement, au bout d'une heure de discussion, bah, j'ai ce que je veux. Mais il faut en passer par il faut gueuler et puis taper un peu du poing sur la table. On appelle ça le Gaijin Smash. C'est Ok, un vrai truc. ok. Euh, Plus dans le détail, alors quelle est la principale différence peut-être qui toi t'énerve le plus? C'est ce temps justement, c'est cette difficulté à vouloir faire du business, peut-être ce sentiment qu'on a que on n'avance pas comme on voudrait alors qu'on va dans la même direction au final? Ouais, c'est ça, c'est ce temps en fait. Là, j'ai un exemple en tête, c'est un fournisseur de couteaux avec qui on veut travailler. On avait commencé à échanger avec eux. Enfin, du coup, ma responsable logistique achat avait commencé à échanger avec eux en anglais et ils parlent anglais. Il n'y a pas de souci. Et puis surtout que tu envoies des mails. Aujourd'hui, c'est quand même facile de parler d'autres langues avec tous les outils de traduction qu'on a. Et donc, on a commencé à échanger avec eux. Et Kyoko est apparue dans le paysage et a commencé à parler avec eux en japonais. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont plus fait l'effort de parler en anglais et en parler que en japonais. Et autant ils avaient été réactifs sur les premiers échanges, mais dès que ça a switché avec Kyoko, eh bien là, il s'est passé 3 semaines avant qu'on ait un signe de leur vie de leur part. Et encore, il a fallu que Kyoko prenne le téléphone pour les appeler, parce qu'ils ne répondaient plus. Et ça, moi, ça me rend folle de voir ce temps qu'on peut perdre et ce business qu'on perd. Et en fait, on veut travailler avec eux, mais à un moment donné, on se dit, mais est-ce que eux ont envie vraiment de travailler avec nous? Est-ce qu'ils ont envie d'exporter en fait leurs produits? On leur propose du business, du volume, et ouais, ce temps que tu perds sur des bêtises, moi, ça me rend folle. Est-ce que tu dirais que tu as des difficultés à croître à cause du business avec le Japon? Ou est-ce qu'il y a quand même des bons côtés dans cette relation commerciale?
heureusement, il y a des bons côtés, sinon on ne travaillerait plus avec eux. Mais je pense pas que ce soit une difficulté à croître. Non, parce qu'on a quand même verrouillé pas mal de choses et aujourd'hui, on est pas mal rodé aussi. Il y a heureusement des très bons côtés à travailler avec eux. Ils sont à la fois très protocolaires, mais ils sont quand même très carrés. Et ça, c'est quand même confortable. On va pas se mentir, la qualité japonaise est aussi au rendez-vous sur nos machines et on la revendique avec fierté. Et ça, c'est super. Et c'est des gens très accueillants aussi. Il y a quand même ce, ce côté, quand on dit que nous, chez Sushi, on chérit nos clients et vraiment on fait tout pour eux, bah, les Japonais ont cette mentalité-là aussi. Donc, et aujourd'hui, on est reconnu comme un vrai partenaire avec, enfin, pour eux. Cette relation, une fois qu'on l'a avec les Japonais, on l'a. Elle met du temps à s'installer, c'est pas toujours simple, mais une fois qu'il y a une relation de confiance, enfin voilà, c'est bon quoi. Et ça, c'est top parce que c'est pas le cas avec d'autres cultures où c'est beaucoup plus long et finalement la relation, elle est là, mais bon, à tout moment, ça peut se briser. Elle reste trop superficielle, ce qui n'est pas Ouais, le cas quand tu as percé la non, carapace c'est ça. Ils sont japonaise. fidèles. Et ça, c'est très appréciable. Est-ce que tu dirais que c'est possible, que ce serait possible, dans le cadre de ton entreprise, de travailler avec le Japon comme tu le fais, sans avoir une interface, une personne japonaise qui puisse faire la charnière? Je pense que c'est possible, mais ça aurait pris plus de temps. Ça aurait été plus difficile. Euh, Clairement, la relation de confiance s'est établie en grande partie grâce à Kyoko. Parce que voilà, ça les a rassurés de savoir que déjà il y avait quelqu'un qui parlait japonais, que Kyoko elle a pu traiter avec eux, avec leur protocole et leur façon de faire. Les codes, nous, on les avait pas. Et puis, ça s'invente pas. Hein, donc je pense que c'est possible, mais ça prend beaucoup plus de temps. Je reviens rapidement sur le Japon sur place. Tu parlais tout à l'heure, dans le cadre professionnel, quand on est une grande femme blonde, sur la partie touristique, est-ce que ça a des avantages, des inconvénients, vraiment hors business cette fois-ci? Ouais, je pense que ça a des avantages. Je j'ai pas d'anecdotes qui me viennent en tête. Néanmoins, bon, bah, je m'habille comme n'importe qui chez nous et parfois, bah, oui, on a des petits décolletés, c'est pas non plus, voilà, des grands décolletés, mais chez eux, ils sont pas trop habitués à voir ça et c'est vrai que c'était assez marrant souvent de voir, des hommes, japonais qui pouvaient me croiser, dans la rue et en fait qui baissaient le regard parce qu'ils étaient hyper gênés et moi j'avais rien fait, hein, juste je passais dans la rue et ils étaient juste, gênés et je trouve ça très mignon cette gêne, qu'ont les Japonais. C'est mignon et drôle à la fois. Donc ouais, ce côté-là était assez rigolo. Quelles sont les perspectives aujourd'hui pour Sushi Robo? Moi j'en ai noté trois parce que quand on a préparé ce podcast, on les a évoqués. D'abord, est-ce qu'il y a d'autres, tu parlais d'évoluer avec la culture culinaire japonaise qui évidemment, depuis une vingtaine d'années en Occident se développe et récemment encore plus vite. Est-ce qu'il y a d'autres types de machines que vous avez en tête? Alors tu peux pas forcément en parler, mais tu parlais des gyoza, tu parlais des nouilles. Euh, Se développer extra sushi, c'est en cours, je suppose. C'est complètement en cours. Là, on a lancé les machines pour faire les kakigori. Donc le kakigori, c'est un dessert japonais. C'est de la glace pilée, râpée plutôt, je dirais, de la glace râpée, avec du topping dessus. Bon, du matcha, des fruits, du lait concentré, enfin, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Et donc là, on se lance sur ces petites machines-là pour l'été prochain, qui sont très mignonnes et ça prend bien, donc on est content. Je cherche des ustensiles, vraiment d'autres produits pour venir augmenter la gamme. Et en parallèle, on lance une autre activité qui est donc un centre de formation dédié à la gastronomie japonaise.
Donc c'est un centre de formation professionnalisant parce qu'on a envie, tout comme Manu à l'époque, avait envie de mettre de la transparence sur ce marché des machines à sushi qui a été très opaque, avec beaucoup de gens qui n'étaient pas très honnêtes, qui avaient tendance un peu à arnaquer les clients. Donc nous, on est venu mettre de la transparence et rassurer les clients et leur donner du consulting gratuit parfois. Là, avec le centre de formation, on a envie de venir qualifier la filière. On se rend compte aussi aujourd'hui que, en fait, n'importe qui parfois veut se lancer dans le sushi, que c'est pas très qualitatif, et on a envie d'emmener vraiment ce côté qualité. Et donc pour ça, on lance notre centre de formation avec une première formation. Alors, c'est une formation pour devenir sushiman. Donc on parle pas de chef sushi, on parle bien d'un sushiman qui voudrait soit lancer son restaurant, soit se faire embaucher dans des restaurants et avoir vraiment les bases. Et donc pour ça, on s'est entouré de Michael Pancard, qui a 3 titres à son actif, donc qui est champion de France de sushi, champion d'Europe de sushi et vice-champion du monde. Donc une pointure quand même, on va pas se mentir. Donc on est très content de travailler avec lui sur ce sujet. Et donc il va être notre formateur sur la partie sushi. Et on va développer d'autres formations courant 2024, donc sur les gyoza, les ramen, et également organiser des masterclass sur vraiment des thématiques un peu plus particulières. Donc là, on n'en a pas vraiment parlé, mais évidemment, le cœur de ta clientèle, c'est du B2B, donc des professionnels. Que ce soit pour les machines ou justement le centre de formation, est-ce qu'il est prévu, ou peut-être c'est déjà le cas, que tu t'ouvres au marché B2C, donc pour les particuliers? C'est pas prévu. Aujourd'hui, c'est pas du tout dans le pipeline. C'est un autre business, le B2C, c'est une autre organisation. On sait pas faire. Clairement, on sait pas faire. Nous, on a toujours fait du B2B et c'est ce qui nous anime et ce qui nous motive aujourd'hui. C'est super de faire des formations pour le particulier, mais on sait pas faire et je pense qu'on n'a pas envie de ça aujourd'hui. C'est un axe de développement futur peut-être ou Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non. Et le dernier point que je voulais évoquer avec toi, c'est la partie championnat de France et d'Europe du sushi. Je pense que c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Oui, on est très contents. On a très récemment repris en main du coup l'organisation des championnats de France et d'Europe de sushi. Donc là, c'est tout frais. La prochaine édition du championnat de France aura lieu à Paris en mars l'année prochaine, donc c'est demain. Et le championnat d'Europe, ce sera en avril à Monaco. Et donc, on a envie d'un peu dépoussiérer tout ça, d'emmener de la modernité dans ces championnats. Et tout comme on veut qualifier la filière à travers le centre de formation, on veut venir aussi montrer la qualité des championnats et vraiment la faire monter. La faire monter d'un cran en mettant en place vraiment des présélections, en travaillant avec des chefs connus, reconnus, et vraiment venir, tout comme les championnats de pâtisserie ou de pizza qui sont aujourd'hui très connus, vraiment le sushi mérite d'être connu et surtout des gens en France et en Europe méritent d'être connus. Ils sont pas japonais, mais ils font des choses incroyables et on a envie de les mettre en avant. On pourra suivre tout ça ou c'est assez confidentiel? Non, avec grand plaisir. Là, on travaille justement sur comment aussi impliquer le public dans ces championnats. Aujourd'hui, forcément, c'est des jurys qui viennent les juger, mais on aimerait bien avoir aussi un vote du public. Donc on va travailler, je ne sais pas encore si ce sera sur la prochaine édition, si on aura suffisamment le temps de mettre ça en place. Mais en tout cas, pour 2025, c'est sûr. On a envie que le public vienne découvrir les sushis, pourquoi pas susciter des vocations, et puis qu'ils nous donnent leur avis aussi, ça peut être chouette. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'autres perspectives peut-être, ou continuer cette croissance pour Sushi Robot? Continuer cette croissance, et puis on va s'ouvrir aussi sur d'autres marchés avec une autre marque qu'on est en train de développer. Donc ouais, continuer la croissance avec tous ces beaux projets. Et puis
et puis garder la forme pour tout ça, parce qu'il faut de l'énergie. Il y a pas mal de choses qui arrivent là. Est-ce que Donc, tu c'est as chouette. un dernier mot? Est-ce que j'ai un dernier mot? Let's go, on y va? Merci beaucoup Alice d'avoir répondu à l'invitation. C'était un plaisir de t'écouter, c'est passionnant. Merci à Sur toi. un sujet aussi qui nous change un petit peu du tourisme parce que finalement le sushi ça fait partie à tous, je pense à tous nos auditeurs de nos vies, mais c'est vrai que cette approche-là elle est assez éclairante. Donc merci à Avec grand toi. plaisir, merci pour l'invitation, c'était très chouette de partager ce moment. Et on vous dit à bientôt sur le podcast Kampai. Retrouvez plus d'interviews Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.